Bonjour et bienvenue à cette nouvelle réunion de Chantier de France, la dernière du cycle de l'année 2024. Elle est traditionnellement consacrée au directeur matériel. C'est en effet à cette période qu'ils commencent à évaluer leurs enveloppes budgétaires, à consulter les fournisseurs et à se positionner. On connaît le contexte dans lequel nous évoluons. L'exercice est donc particulièrement complexe. Il n'a jamais été très simple, mais il prend aujourd'hui des allures assez impossibles. Pour éclairer les débats, nous vous proposons ce matin deux tables rondes. La première orientée sur l'efficience énergétique des matériels, des notions de productivité également. La seconde permettra d'aborder le sujet sous l'angle de la sécurité et de tous les enjeux HSE qui prennent une place de plus en plus importante dans les décisions des directeurs matériels. Avant de vous présenter nos premiers invités pour cette table ronde, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions pendant les débats. Nous y répondrons en fin de session. Je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire pour la seconde table ronde qui démarrera à 11 heures précises. Il est temps de vous présenter mes invités, à commencer par Didier Thévenard. Didier Thévenard, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Directeur matériel de Vinci Construction France, bienvenue à cette réunion de Chantier de France. Xavier Renaud, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Directeur des opérations, puisque vous avez différentes responsabilités au sein de NordTP Canalisation, bienvenue à cette réunion de Chantier de France. Merci. Didier, ma première question est pour vous. Vous atterrissez cette année à environ 600 millions d'investissements matériels. Compte tenu du contexte, est-ce qu'en 2025, vous réduisez la voilure ? On est en train de faire l'inventaire et de regarder un peu ce qu'on veut faire en 2025. On va pas parler de réduire la voilure, ça va être une belle année test, je pense, 2025, parce qu'on attend un petit peu tous les indicateurs. On a des projets de fonds, donc les projets de fonds sont là, on va continuer à les faire avancer. On a du matériel en parc de toute façon à renouveler, donc il va falloir le renouveler. Donc de toute façon, c'est l'ajustement lié à l'activité qui va se passer, et c'est celui qu'on ne connaît pas encore bien à l'instant T. Pour situer les enjeux du groupe Vinci, le parc dont vous avez la charge, c'est combien d'unités ? Alors, c'est plutôt Vinci Construction déjà. Vinci Construction. Ouais. Alors la taille du parc, oui. C'est difficile à exprimer. C'est 10 000 matériels, 6 000 gros engins, bon, un peu plus de 6 000. Et puis c'est pas mal d'industries, avec des usines d'enrobage et des installations de carrière. C'est surtout ça, la masse est surtout dans l'industrie, elle est surtout dans la face cachée de l'iceberg. Ouais. Donc un panel assez large. Oui, c'est un panel intéressant, on va dire. Intéressant. Vous parlez d'une année test. Est-ce que c'est une année charnière, une année pivot qui va marquer, qui va traduire un certain nombre d'orientations que vous avez déjà prises les années précédentes, ou on reste quand même dans une certaine continuité de parc ? Non, moi je pense que c'est une année charnière dans le sens où de toute façon, la totalité ou la plupart des entreprises ont pris des engagements environnementaux, et on veut parler d'énergie, donc beaucoup sur la rupture énergétique et le changement. Les engagements et les calculs des entreprises ont été faits dans les années 2019-2020. On va arriver à 2025, on est tous engagés sur des options à 2030, donc on est au milieu de la décennie. L'année charnière, elle est surtout sur les nouvelles énergies, je pense, sur des nouveaux concepts. On va changer nos usages. Donc c'est surtout ça qui est intéressant. On va en parler. Xavier Renaud, vous êtes, comme le nom l'indique, sur les métiers des réseaux. Pouvez-vous nous présenter votre parc ? Oui, donc Nord-Est TP, on a à peu près 120 salariés. En termes de matériel, on a environ entre 50 et 70 engins, on va dire gros engins. Donc du fourgon, du poids lourd, de la mini-pelle. D'accord, pour vous, la mini-pelle, c'est un gros engin ? Disons que c'est un engin, oui, lourd, quoi. Lourd, d'accord. De TP, quoi. Ensemble, en camion, mini-pelle, c'est des engins que l'on a en propre pour nous garantir un service rapide à nos clients. D'accord. Avez-vous d'autres matériels en pleine propriété ? Oui, des porte-engins pour assurer aussi cette flexibilité-là et cette réactivité. Des trancheuses, aspiratrices également. Et tout ce qui est le matériel spécifique à notre activité, qui est la pose des réseaux. D'accord. Là-dessus, on investit sur du spécifique qui est plus difficile à trouver. Et en tout cas, côté spécifique, c'est adapté typiquement à notre activité.
tout ce qui n'est pas cœur de métier, c'est loué auprès de prestataires Tout à spécialisés. fait, des 6-4 bennes, des 8-4 bennes, des pelles. Voilà. On n'a pas une pelle à chenille gros calibre dans l'entreprise. D'accord. L'année prochaine, est-ce que vous êtes en expansion de parc ou vous maintenez vous aussi une certaine enveloppe constante? Alors, on est plutôt sur du maintien, Oui, c'est-à-dire que des investissements spécifiques ont été faits ces 4-5 dernières années, aspiratrices, plusieurs trancheuses. Donc ça, c'est des investissements assez lourds à notre échelle en tout cas. Donc on est plutôt dans une phase de rentabilité de ces équipements-là. Pas de renouvellement, hormis le renouvellement quotidien voilà, pour le parc vieillissant. d'accord. Sur le parc de Minipel, ça veut dire combien de remplacements l'année prochaine? Ça veut dire 2 mini-pelles tous les ans, quoi. Deux Minipel. En mode automatique. Ouais. D'accord. Sur ce parc Minipel, vous arrivez à avoir un fournisseur ou vous arrivez à rationaliser vos marques ou vous préférez disposer de plusieurs références? Non, alors par souci de service et de proximité aussi avec le distributeur, ouais, voilà, tout le parc matériel, parc Minipel en tout cas aujourd'hui est Kubota. D'accord. Sur les trancheuses, y Alors a-t-il trancheuse, c'est un peu différent. On va, comme les trancheuses, c'est plutôt des matériels spécifiques, presque des prototypes ou de la toute petite série. On va plutôt là où nos besoins sont satisfaits. Donc on a une Rivard et 3 Risa par exemple. Avec des appointances chez Risa pour vraiment de la définition spécifique. l'idée, c'est d'avoir des matériels qui vous permettent de vous distinguer et de vous démarquer de ce que font les autres entreprises sur vos métiers. Ouais, tout à fait. En fait, la trancheuse, c'est de faire de la pose mécanisée. Donc il faut faire des gains. C'est-à-dire que le matériel doit être le plus adapté possible au marché ciblé aujourd'hui, mais éventuellement aussi au marché de demain en fonction des technologies, de l'évolution des marchés. Si on prend les marchés fibres qui sont plutôt sur le déclin maintenant, voilà, c'est aujourd'hui acheter une machine, elle ne doit pas être fibre compatible, elle doit être métier de demain compatible. Didier, vu l'importance du parc, est-ce que la standardisation et la rationalisation des matériels est la règle chez vous? Alors il n'y a pas de standardisation, surtout pas, parce que comme globalement on est quand même très inséré dans le tissu local et puis qu'on est multimétier, multi-pays, on essaie de s'adapter aussi au terrain. On a du référencement plutôt, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a des marques avec lesquelles on a des partenariats pratiquement toutes, et on essaye de segmenter nos approvisionnements de machines, je dirais, par marque référencée, avec du très très long terme avec les constructeurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de court terme. On a tout le temps les mêmes constructeurs depuis des années et des années, mais suffisamment de constructeurs différents pour avoir une forme de concurrence et pouvoir avoir, en fonction des nouveautés et du marché, les bonnes machines au bon endroit. Et puis pour être en adéquation, je dirais, avec le territoire aussi, parce que comme tu le précisais tout à l'heure pour Kubota, tu as du service local, et ben c'est un peu le cas pour tout le monde, parce que le service il est vraiment local. Donc en fonction du service local, souvent, très souvent, ou tout le temps pratiquement, la marque est bien associée au service local. Donc c'est-à-dire qu'il faut des multimarques pour pouvoir adhérer au service local à chaque fois qu'on est quelque part, quoi. Voilà. Par grande famille de produits, ça veut Par dire grande 3 famille de 4 produits. fournisseurs Ouais, de 2 à 4. de 2 à 4. De 2 à 4 selon la densité du matériel et selon les produits, parce que même dans une gamme globale de produits, dans une marque, à des fois, on n'a pas tous les produits référencés, ça va dépendre des capacités des produits à être dans le timing technique ou innovant ou futur ou énergétique et tout ça. Donc en fonction des marques, on a différents produits, et en gros avec 2 à 4 marques par produit, tu dois couvrir avec 12 marques globalement, ce que je dis à peu près tout le temps, avec 12 marques de produits différents, tu couvres 90% ou 95% du besoin de matériel, quoi. En gros, c'est assez dingue quand on le dit comme ça, mais il faut pas beaucoup de marques en fait. Vaut mieux beaucoup de produits par marque et du partenariat à long terme que beaucoup de marques. L'enjeu, c'est pas le prix. C'est une certaine stabilisation du nombre de fournisseurs ou c'est l'aboutissement d'un travail qui a été engagé au cours des années précédentes et qui permet d'arriver à cette rationalisation quand même des fournisseurs? Bah, c'est un petit peu un croisement des deux choses, c'est-à-dire que globalement, on connaît bien nos produits. Comme on rationalise, on a beaucoup de produits par marque et par gamme, donc du coup on connaît encore mieux nos produits. Plus on connaît nos produits, plus c'est facile à rationaliser.
Et puis après, les marques elles-mêmes ont fait la même démarche de l'autre côté. Elles ont rationalisé aussi. On voit bien que les marques se sont regroupées, qu'il y a des marques qui ont disparu, qu'il y a des marques qui sont plus ou moins représentées. Et donc du coup, la rationalisation interne et externe du fournisseur fait que quand tu as 12 marques, tu as l'essentiel des produits et tu couvres à peu près tout. Et donc ça se rationalise tout seul, finalement. Instinctivement, ça se rationalise. D'accord. L'année prochaine, par rapport à la prise de commande et à l'activité du groupe Vinci Construction en France, y a-t-il des typologies de machines qui seront un petit peu mises en avant? On va orienter le matériel vers des nouvelles énergies, c'est sûr, c'est déjà fait. Donc on va continuer à le faire. Donc je pense que ça va être en fonction des marques et des produits, ce qui va arriver sur le marché, ça va faire des nouvelles orientations, c'est certain. C'est certain. D'accord, donc c'est plutôt la question énergétique qui va orienter et déterminer les choix plutôt que des typologies de machines. Les produits en performance, je dirais qu'en productivité, ils sont là. On n'a pas de carence productive sur les produits qui sont offerts, quoi. Globalement, tous les produits répondent à nos attentes. On n'est pas dans des marchés de très haute productivité. On est surtout sur des marchés récurrents de rénovation, d'entretien, de maintenance. On n'a pas beaucoup de travaux neufs. Donc les matériels, ils doivent être adaptés à ces marchés-là. Donc les matériels qui sont sur le marché actuellement, quels que soient les constructeurs, répondent aux attentes, je dirais. Après, la mouvance énergétique ou les enjeux de prévention peuvent déterminer certaines orientations. Voilà, ça c'est sûr. Xavier, vous n'êtes pas non plus sur des marchés à haute productivité, mais vous avez quand même besoin de matériel efficace. Sur le périmètre des mini-pelles, est-ce que vous montez en gamme? Est-ce que vous restez traditionnel autour des 2,5 tonnes? Comment vous voyez l'évolution de votre parc l'année prochaine? Alors en fait, ça c'est quand même lié à la typologie d'affaires et de marché qu'on va avoir. C'est-à-dire que tout ce qui est tout petit calibre, c'est vraiment pour de l'entretien, vraiment pour du marché qu'on qualifie de petits trous dans le monde des réseaux. Donc là, d'avoir des grosses machines, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'on ne produit pas, on ne terrasse pas, on est juste là à faire des petites excavations pour entretenir les réseaux d'eau notamment. Donc non, l'idée, nous, c'est de toujours garder des mini-pelles de 1 tonne 8 jusqu'à 5-6 tonnes, et de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire d'utiliser le calibre adéquat, que ce soit et en encombrement sur le chantier, comme le volume de terrassement à faire. Et de pas de procéder à une montée en gamme ni à une rationalisation des différents modèles. Non, Il est important pour vous de couvrir un petit peu tout le segment depuis la 2 tonnes 8 jusqu'à la 5 tonnes. Ouais, c'est ça. En fait, on est plutôt à se dire qu'on aura besoin de tout le matériel, après à nous de l'utiliser à bon escient, plutôt que de se dire on n'achète que des 2 tonnes 8 et par moment elle est trop grosse, par moment elle est trop petite. Voilà. Donc ça, on ne veut pas le faire, on est plutôt dans l'idée de se dire qu'on sera meilleur à s'organiser avec un parc plus vaste que de rationaliser tout et de mettre de côté l'organisation qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Avec des prix qui ont augmenté récemment, est-ce que votre enveloppe a évolué en conséquence ou forcément c'est au détriment du nombre de machines que vous pourriez acheter? Alors aujourd'hui, Didier le disait tout à l'heure, on sort quand même de quelques années qui sont plutôt bien passées. Donc aujourd'hui, on est capable, en termes d'investissement, nos budgets suivent l'évolution matérielle quand il y en a une, parce que tout le retard qu'on va prendre en renouvellement, on le payera tôt ou tard. Donc à moins que les prix baissent, ce qui ne semble pas être le cas, il faut mieux adapter son enveloppe aujourd'hui si on le peut, plutôt que de repousser les investissements. En tout cas, c'est notre parti pris. Didier, on a bien compris que les motorisations et la question énergétique étaient au cœur de votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous présenter très succinctement la feuille de route décarbonation de vos activités? Alors, on a pris des engagements, donc qui sont pas des engagements très différents de nos concurrents. L'entreprise Vinci Construction a annoncé une réduction de moins 40% de ses gaz à effet de serre à horizon 2030. Donc la feuille de route, c'est celle-ci principalement. Après, elle va se décliner.
matériel par matériel, industrie par industrie. On a fait globalement en 2019, en 2021, en 2023 et on recommence en 2025. Si on compte bien, ça fait tous les 24 mois. Tous les 24 mois, on redessine la feuille de route. Donc la feuille de route, on est sur la feuille de route 2023 là, avec une perspective de décroissance des gaz à effet de serre. On va refaire une feuille de route 2025 pour voir à peu près ce que ça peut engendrer comme changement dans nos acquisitions. Ce qu'il y a surtout, c'est que de refaire une feuille de route tous les 24 mois, ça permet de s'ajuster sur les propositions techniques qui arrivent sur le marché. La feuille de 24 mois par 24 mois, c'est une bonne cadence. Ça correspond à peu près aux événements techniques qui sont présentés. Donc globalement, quand on a fait une feuille de route 2021, entre la 2021 et la 2023, par exemple, on a regagné 2 à 3% sur la courbe. Et je pense qu'on va encore regagner 2 ou 3% sur la courbe en 2025, du moins je l'espère. 2030, c'est demain. Est-ce que jusqu'à présent, vos temps de passage ont été respectés? Est-ce que vous êtes en avance? Est-ce que vous avez peut-être pris un petit peu de retard à un moment donné? Où vous en êtes exactement? Alors, je ne sais pas si c'est avance ou retard. On s'ajuste sur le marché. Globalement, on ne doit pas être en retard sur la feuille de route globale de l'ensemble de la profession. Le marché technique ne va pas très vite. Voilà. Donc, on fait des hypothèses et on les attend, quoi. Plutôt que de dire on attend le marché et on se réajuste dessus, on est plutôt en train d'être en veille technologique permanente, puis de dire bon, le marché va nous présenter tel produit à horizon 24, 25, 26. Vous l'attendiez plus force de proposition? C'est pas rapide. C'est pas rapide. À quoi vous attribuez cette lenteur? Au développement technique normal de l'industrie. D'un coup d'un seul, l'ensemble de la planète s'est réveillé et aujourd'hui c'est devenu un leitmotiv permanent. Tout le monde en parle. L'industriel, il faut qu'il s'ajuste, quoi. On voit bien pour Monsieur Tout le Monde l'ajustement industriel comme il se passe. Ce que tout le monde connaît bien, c'est les véhicules. On voit bien comment l'ajustement se passe. L'ajustement des véhicules, comme il concerne tout le monde, il est beaucoup plus rapide que l'ajustement technique des machines. Donc c'est pas en répétant décarbonation. C'est pas parce que un bureau d'études dans une entreprise mondiale de construction de matériel décide d'un matin de lancer une machine entièrement électrique, entièrement hydrogène, hybride, qu'elle sort. Donc quand il y pense déjà, on sait qu'à moins de 36 mois, il n'y aura pas de prototype, quoi. Puis après, il y a la période de prototypage, après il y a la période d'ajustement économique, après il y a la période d'acceptation de clientèle, après il y a la période de présentation, on voit bien comment ça fait. Donc les machines dont on parlait en 2019 ou en 2020, on les voit là. Voilà, elles sont là, quelques-unes. Et c'est pas full range, quoi. Et ces quelques machines sont là. Donc ça veut dire que si ça prend bien sur le marché, les machines suivantes vont arriver. Et puis après, il y a un problème de taille. Donc on discutait il y a 2 minutes des machines, des mini-machines d'assainissement. Le marché existe. Voilà. Là, les machines sont là. Et toutes les machines sont là sur la partie petite gamme. Sur les machines de light et compact. Light et compact, oui. Moi je pense que tout est là, quasiment tout est là. La solution pour l'amener sur le chantier n'est pas obligatoirement là, mais les machines sont là. Sur les machines au-delà des tailles dont on parlait tout à l'heure, les machines ne sont pas là. Elles ne sont pas toutes là. Quelques machines sont là. Et le modèle économique n'est pas là non plus. On va en parler. Ouais. On parlait du bureau d'études, Didier parlait du bureau d'études. Vous êtes également chargé du bureau d'études de l'entreprise. C'est vous qui avez en charge un petit peu la mise en œuvre de cette stratégie de décarbonation. Alors sans l'avoir en charge, en tout cas pas tout seul, oui. Ça me permet quand même de faire le lien entre les attentes de nos clients, parce qu'on est challengé, hein. Tous nos clients, on est tous dans le même bateau. Donc nos gains à nous seront les gains de nos clients. Donc on a des clients, des institutionnels, hein, comme Enedis, comme GRDF, où on est clairement challengé. Aujourd'hui, c'est des pièces contractuelles dans nos marchés où on doit prendre des engagements chiffrés. Sur les marchés pluriannuels, on doit avoir des évolutions. Donc voilà, tous les ans, un bilan doit être fait. On doit être conforme à nos prévisions, sinon on s'expose à des pénalités. Donc aujourd'hui, les clients, enfin, j'allais dire, nous donnent non seulement les moyens, pas toujours, parce que... Alors, Yves Chandler, est-ce qu'il vous incite? Est-ce qu'à la clé, il y a quand même une petite carotte qui fait que vous pouvez investir de manière économiquement rentable dans les matériels qu'ils attendent?
Alors de manière très indirecte. L'incitation financière, elle n'est pas là. C'est-à-dire que si on veut faire un chantier bas carbone, on n'est pas payé plus cher. Par contre, le fait d'avoir une démarche intégrée, d'avoir des ambitions, d'avoir des tendances à la baisse, ça nous permet de rentrer de nouvelles affaires. Donc c'est un gain, mais c'est indirect. C'est-à-dire que c'est générateur de business, mais c'est pas forcément générateur de résultats ou de marge. Et de toute façon, il faut en passer par là parce que demain, de toute façon, ce sera plus une incitation, ce sera une obligation. Alors c'est déjà plus une incitation, c'est déjà une obligation. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de GRDF, dernier renouvellement de marché pluriannuel, donc c'est des marchés de 4 ans, on l'a renouvelé en 2023, on avait déjà un plan de progrès obligatoire, c'est-à-dire que le client nous dit, proposez-nous un plan de progrès, dites-nous où vous en êtes, dites-nous où vous serez dans 4 ans, dites-nous ce que vous allez faire sur 4 ans, et tous les ans, on regarde la photo et on compare les choses. Et ça, c'est de la mieux-disance dans l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ambition de nos objectifs, ça nous permet de nous repositionner, de rentrer des marchés ou éventuellement de pratiquer des prix un tout petit peu plus chers. On l'a vu la palette de matériel dont vous avez la charge, on ne va pas s'intéresser à chaque gamme. Est-ce que c'est à travers l'usage que vous pouvez définir les orientations de vos achats? Alors, la question, elle est orientée énergie ou elle est orientée Énergie. plutôt générale? Énergie Plutôt- en particulier. On va, on va segmenter le marché, oui, en usage globalement, c'est assez vrai, parce qu'il y a des... Pour la même machine, bon, si on le fait comme ça, si on parle de la même machine, selon l'usage dans lequel on va l'utiliser, on va prendre deux exemples de machines. Par exemple, on prend pelle et chargeuse. Euh, une pelle utilisée en démolition ou utilisée en recyclage ou utilisée sur un terrain de carrière, elle a une unité de travail, une récurrence et une unité de lieu avec généralement la capacité d'une alimentation, on va appeler électrique aujourd'hui par exemple. Donc s'inscrire dans une démarche environnementale sur un site précis où la machine va être statique, ça va être pareil pour d'autres activités comme le portuaire, les choses comme ça, et dire cette machine-là va pouvoir passer électrique ou passe électrique dans un espace court de temps. Je sais l'alimenter, je sais la charger ou je sais l'alimenter qu'un câble ou je sais faire différentes choses. Et la mettre en œuvre, c'est assez simple. La même machine en taille, sur un chantier de construction de canalisation de VRD, un chantier urbain, qui va se déplacer à la journée ou à la demi-journée, on est encore dans l'hésitation parce que le problème n'est pas tellement de savoir si la machine fonctionne et fait le job, elles font le job. Toutes les machines qu'on a essayées aujourd'hui, qui sont particulièrement électriques, parce que c'est les essais globalement qu'on a fait, quand on sait les charger sur un chantier ou quand on sait les précharger avant le chantier et les amener sur un chantier chargé, elles font le job. En technique et en productivité, elles font le travail. Par contre, c'est justement la taille des chantiers et le déplacement intempestif de toutes les machines d'un chantier à l'autre qui fait la difficulté aujourd'hui de s'organiser. On a dit pelle, c'est comme ça. Chargeuse, c'est exactement pareil. Une chargeuse qui est en chargement client sur un site statique ou en chargement industriel sur un site statique, n'importe quel industriel qui charge du vrac quelque part va dire exactement la même chose que moi. Passer sur un modèle électrique, par exemple, c'est relativement simple. Sur une machine qui va être sur un chantier, ça va être le même problème, quoi. Donc, c'est bien l'usage. Voilà. Si on résume, c'est bien l'usage. Et il ne faut pas se planquer derrière. Je dis vraiment planquer. Il ne faut pas se planquer derrière le fait que les machines ne sont pas là. Non, elles sont là. Non, elles existent. Non, elles marchent. Il ne faut pas dire, ah ben c'est pas possible. Il y a des endroits où c'est possible, des endroits où c'est pas possible. Donc si on commence par les endroits où c'est possible et on décline petit à petit, peut-être qu'on aura le temps d'arriver vers une solution de charge pour les endroits où c'est moins possible aujourd'hui. Est-ce que c'est un petit peu le réflexe des chantiers de dire non, ça va pas fonctionner, les machines sont pas là, l'autonomie n'est pas là, on va pas laisser le chantier comme ça au plein milieu d'un cycle de travail. Est-ce que ça vient du terrain? Pas trop, non. Enfin, moi, je pense que ça ne vient pas trop du terrain. Le terrain, globalement, on expliquait que pour la prise d'affaires, il y avait une trajectoire environnementale à fournir ou des bilans énergétiques à fournir. Le chantier, il a bien conscience de ça. Hein. Il a bien conscience que de toute façon, il est obligé de changer et
sa manière de travailler et les usages. Donc le chantier, il va essayer, et quand il essaye, il y arrive. Donc il y a tout un tas de bonne volonté du chantier à y arriver. Après, je pense que on n'est pas très accompagné par le monde qui nous entoure pour passer ce relais. On le voit déjà sur les véhicules, on sait bien que le maillage de borne, le maillage de charge, il n'existe pas vraiment. Pour le chantier, c'est pire, quoi. Il n'y a aucun chantier où on a des alimentations électriques correctes en temps et en heure. Donc du coup, on ne peut pas programmer des chantiers avec des recharges sur site parce qu'on n'a pas d'alimentation, quoi. Donc je pense qu'il y a un mouvement global à aller chercher. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tellement dans la technologie des machines, c'est plus dans le grid de charge électrique et la capacité à amener de l'énergie sur le chantier. Et ça, c'est plutôt à la Fédération des entreprises de travaux publics de tirer le sujet et en tout cas de le porter auprès des grands donneurs d'ordre qui sont vos clients. Bah, on le fait déjà. Voilà, on explique ça, que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, qu'on y arrivera, que de toute façon on n'a pas de choix, voilà, et qu'on sait qu'il faut y aller, mais que globalement il faut de l'énergie, quoi. Le problème c'est l'énergie, c'est pas les machines. Xavier, vous avez cité votre fournisseur de mini-pelles. À ce jour, il ne propose pas de motorisation alternative. Comment vous faites? Est-ce que ça induit dans votre réflexion une possibilité de changement? Alors aujourd'hui, on a fait nous le choix de passer au HVO, c'est-à-dire que on a étudié différentes solutions. On parlait de mini-pelles électriques, on a fait des essais l'année dernière. En fait, on fait des essais tous les ans de matériel électrique quasi, et on arrive aux mêmes conclusions que Didier, c'est-à-dire que dans une activité de service où c'est un chantier par jour, voire 2 chantiers par jour, la notion de recharge, elle est aujourd'hui sans réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recharger le matériel sauf repasser à l'entreprise chaque soir et sauf en ayant on va dire l'équipement nécessaire à l'entreprise. Aujourd'hui, s'équiper pour du VL, voilà, on a quelques voitures électriques, donc d'avoir 4 bornes électriques pour des VL, c'est facile. D'avoir des bornes électriques pour recharger des engins lourds en mode automatique tous les soirs, c'est forcément au détriment de la productivité. Et du coup, pour notre marché aujourd'hui, ne nous permet pas de faire ces hypothèses-là, c'est-à-dire de dégrader notre productivité pour aller chercher du gain énergétique. Aujourd'hui, nos marchés ne sont pas calibrés de cette façon-là. D'accord. Tous les tests que vous avez faits se sont révélés infructueux. On sait que dans vos travaux, il y a toujours une phase de travail au marteau qui est assez consommatrice et qui peut effectivement altérer les performances de la mini-pelle. Est-ce que c'est à ce niveau-là, par exemple, que chez vous, de manière très concrète, ça bloque? Ouais, exactement. C'est-à-dire que faire du BRH avec une mini-pelle électrique, où on va vraiment la solliciter, là, il n'y a pas de réponse technique aujourd'hui. C'est-à-dire que si on va faire un trou localisé, admettons 2 mètres par 2 mètres, et qu'on a du BRH à faire en début d'opération, la journée n'est pas terminée, qu'on n'a plus de batterie. Le HVO, on sait, induit un surcoût. Tout à fait. À l'échelle de votre entreprise, de quel ordre s'élève-t-il? Alors en fait, si on parle du HVO, il faut expliquer pourquoi on l'a fait. C'est-à-dire que, on l'a expliqué tout à l'heure, donc on a des clients qui nous incitent à faire des réductions d'émissions, et on a regardé les différentes solutions qui nous permettaient de gagner, de faire des gains un petit peu partout, en les pondérant, en voyant combien ça coûte, et si on est ISO-service, entre guillemets, c'est-à-dire si on n'a pas de dégradation du service. Et on s'est basé là-dessus sur le bilan carbone qu'on a fait récemment, enfin qu'on a fait il y a 2 ans. Donc on est passé sur le HVO parce qu'il est très simple à mettre en œuvre, il est miscible avec un GNR normal, donc ça ne fait pas de double installation à l'entreprise. Et dès que le fournisseur nous donne le go à l'utilisation du HVO, en fait la question est cernée. On ne voulait pas faire de rétrofit, on ne voulait pas faire de reprogrammation, on voulait du matériel qui soit HVO compatible. Donc on a fait le tour de tous nos partenaires matériels. Une fois qu'ils nous ont dit que c'était OK, aujourd'hui on a 100% du parc qui est compatible. Et du coup, on passe à l'HVO en mode automatique. C'est-à-dire qu'on n'achète plus de GNR, on n'achète que du HVO. Off-road. Et pour répondre à la question de base, chez nous, c'est 100 000 litres de GNR par an. Donc c'est à peu près entre 20 et 25 000 de surcoût. Ouais. Que vous arrivez à absorber ou vous parvenez aussi à en répercuter une certaine proportion? Alors, on ne le répercute pas sur les marchés en cours, on va dire. Mais par contre, les marchés de demain, voilà, comme de toute façon, on a basculé en HVO 100%, on l'intègre dans nos études et voilà. Et c'était aussi l'un des biais et leviers faciles à mettre en œuvre.
qui nous permettait de faire des gains, sans dire substantiels, mais au moins d'amorcer la tendance. C'est opérationnel depuis quand? C'est opérationnel, en tout cas le choix a été fait depuis le 1er janvier 2024. D'accord, sans aucune incidence sur les conditions dans lesquelles vous exploitez vos matériels? Non, aucune. D'accord. Didier, par rapport, quand on parle de l'usage, on voit tout de suite qu'on va mettre en place de nouveaux modèles économiques. On est d'accord. On a bien compris qu'on ne pourrait pas continuer comme on faisait traditionnellement sur le périmètre qui est le vôtre. Est-ce que là, ça va vous obliger à scinder votre approche économique en considérant que sur une certaine typologie de matériel, vous les sortez de l'investissement purement pour les louer par exemple, et sur d'autres matériels peut-être plus cœur de métier ou peut-être plus pertinents par rapport à leur nombre et leur valeur, vous allez définir de nouvelles équations économiques? Alors c'est sûr que, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, quand on parle de carburants alternatifs comme le HV ou les biodiesel pour les véhicules, le coût des machines est sensiblement le même, donc on est sur les mêmes modèles économiques. Le calcul va être fait pareil, l'équation du coût du carburant elle vient d'être faite, c'est pas l'enjeu de la trajectoire environnementale, même si ça coûte légèrement plus cher quand on le ramène à la quote-part de matériel sur chantier et à la quote-part d'énergie dans le matériel. Ça fait bien sûr augmenter les prix, mais c'est pas ça qui va faire bouger beaucoup le modèle économique. Les nouvelles énergies autres que les carburants de synthèse ou les carburants biosourcés, l'électricité par exemple, la batterie, l'électricité, le chargeur, tout ça font des machines qui actuellement... Alors on ne sait pas si c'est le bon prix ou si c'est un prix d'approche, hein, parce que comme il n'y a pas de série non plus, autant sur la motorisation thermique, il y a une expérience des industriels et un diviseur qui fait un modèle économique, autant sur la partie électrique que le modèle économique n'est encore pas là. Mais toutes les propositions, entre guillemets, qui arrivent en matériel électrique, et ça a été déjà le cas pour les véhicules il n'y a pas très longtemps, arrivent avec des prix qui sont nettement supérieurs au prix habituel qu'on avait ou qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors, on ne peut pas dissocier le prix de la machine du prix de l'énergie, du prix de l'entretien, parce que globalement, quand on est en thermique hydraulique, on a un prix d'énergie qui est à peu près maîtrisé quand l'énergie va bien, quoi. Et puis on a un prix de machine qu'on connaît bien et on arrive à trouver un équilibre de prix global de machine assez rapidement et on sait faire le modèle économique. Le modèle économique en électrique, par exemple, il se décale complètement. On a un prix de machine qui monte en flèche. Doublé. Voilà. Oui. Voire plus. Ouais. On a un prix d'énergie qui descend. Théoriquement, voilà. Quand si on avait un petit peu de stabilité sur les tarifs. Même si on compare au carburant, il descend de toute manière. Et puis on a un prix d'entretien qui devrait descendre. Mais on n'a pas la vision globale, parce que après il y a la technologie, les pièces, les batteries, des choses comme ça. La vision globale, c'est qu'il devrait être moins élevé. Voilà. Plus ça sera développé, moins il sera élevé. Donc globalement, on est en train de reprendre 3 composantes qui étaient il y a encore 5 ans, toutes les 3 à l'équilibre à peu près, entre maintenance, acquisition, et ouais, c'était à peu près ça l'ordre d'idée. On a un déséquilibre économique total. Donc si on commence à prendre la machine telle qu'elle est, à l'amortir dans nos comptes, avec son prix de base, et puis qu'on prend le carburant et la maintenance sur de l'exploitation, on a un prix d'amortissement qui est complètement différent de celui d'avant, donc il n'y a plus rien qui va en équilibre dans les comptes en fonction de l'usage et de la propriété. Donc la tendance de l'offre va vraiment vers la location. Elle va vraiment vers la location, vers plein de formes de location d'ailleurs. Vers l'économie d'usage. Ouais, vers des locations d'usage, vers des locations d'heures, de kilomètres, de tonnes, de tout ce qu'on peut avoir comme usage. De toute façon, ce qui est très intéressant dans le marketing, c'est que plus le diviseur est énorme, plus le prix unitaire est bas. Donc, si on peut diviser par le centimètre, on va diviser un jour par le centimètre, je pense. Mais en attendant, on va peut-être parler de location à l'heure. Oui, on va parler de location à l'heure, à la tonne transportée ou des choses comme ça. On va parler. Pour vous, c'est pertinent. Il faut vraiment faire le calcul.
Voilà, il faut vraiment faire le calcul. Alors après, qui va être le propriétaire, c'est la deuxième question, quoi. C'est qui va être le propriétaire. Parce que si c'est le propriétaire, est-ce que c'est le constructeur? Et le propriétaire, est-ce que c'est le distributeur? Le propriétaire, est-ce que c'est un organisme financier? Le propriétaire, est-ce que c'est une société indépendante appartenant à l'entrepreneur et qui porte les machines et qui les loue à ses chantiers, quoi. Tous les modèles existent, hein. Alors, propriétaire de la machine et aussi propriétaire de la donnée, puisque ces matériels émettent des données qui peuvent vous servir et qui peuvent vous aider aussi à élaborer un tableau de bord pour être le plus pertinent et pour régler de manière très fine vos investissements. Et est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est d'abord efficace, qui peut vous apporter quelque chose, ou vu la typologie de vos chantiers, on est un petit peu hors sujet? J'allais dire que par principe, ça peut toujours apporter quelque chose, que ce soit en termes d'usage, d'utilisation, de pertinence d'usage, on va dire. Par contre, en effet, quand on est plutôt dans un métier dit de service où on a besoin du matériel sans que ça produise, c'est pas des outils de production. Sur le matériel que l'on évoquait ensemble tout à l'heure, des ensembles camions ou mini-pelles, ça produit pas grand-chose. C'est juste là pour faire l'excavation nécessaire pour aller réparer, entretenir le réseau qui est dessus. Matériel de servitude. Ouais, c'est ça. C'est juste pour faire du service, auquel cas la productivité, c'est presque un élément secondaire. L'élément primaire, ça va être d'avoir un matériel opérationnel, efficace, qui travaille en sécurité et qui est toujours là. Ça va être ça notre premier critère. Quelle est pour vous la donnée pertinente qui vous renseigne de manière efficace et pratique sur ce parc-là? Bon, après, c'est toutes les compétences qu'il y a dans l'entreprise, que ça passe via le service, notre atelier, avec les passages récurrents des machines. L'aspect télématique chez nous, on est encore loin de tout ça. Voilà, notre parc est plutôt géré comme, on va dire, comme un bon père de famille, quoi. On travaille à l'échelle de notre entreprise avec nos engins, donc on n'a pas un suivi ou un monitoring télématique de tout ce matériel. Et sur vos trancheuses, vous pouvez connaître individuellement, évidemment, le nombre d'heures, le Oui. coût des entretiens. Donc là, c'est pas non plus un sujet Non, vu le parc. c'est assez simple, et puis c'est vrai que sur les trancheuses, on prend aussi toutes les options télématiques pour nous raccorder, en fait, pour que le fabricant ait tout le temps la main sur notre matériel, dans un souci de rapidité de dépannage notamment. Donc en tout cas, toutes les trancheuses, par exemple, sont équipées de télématique fabricant, où là, on a le lien et le fabricant agit sur la machine à distance. Est-ce que ça permet de prévenir un défaut, une panne, ou on est quand même sur de la réaction? Oui, voilà, c'est de la réaction. Ouais, Ça prévient pas, par contre, ça nous aide à dépanner de manière assez rapide, puisqu'on parlait de service tout à l'heure. Voilà, quand on a une trancheuse, quelle que soit la marque, on n'a pas un distributeur au bout de la rue, ni dans le département, ni dans la région. Donc il nous faut quand même les outils modernes le permettent. Donc en tout cas, tout ce qui est dépannage à distance, ça on essaye de le privilégier et de le favoriser. Quitte à rééquiper des engins parfois sur lesquels on n'a pas souhaité le prendre au départ. Donc on a fait aussi des updates liés à ça. Sur l'ensemble du parc de Vinci Construction, y a-t-il un ou des données qui peuvent être le plus petit commun dénominateur à toutes les typologies de machines en parc? Alors, la réponse est oui. Et alors, la question subsidiaire, laquelle? Alors, oui, non, mais c'était, Oui, oui. je m'attendais à la question. Globalement, oui, oui. Alors, j'ai écouté le virage télématique et j'entends bien, de toute façon, ta réponse, globalement, parce que tant qu'on est dans une entité locale, la connaissance globale du matériel par les gens, elle existe et elle existera toujours et il faut qu'elle existe. Donc finalement, ce que tu dis, est-ce que j'ai besoin de télématique pour 10 machines? Certes oui, elle existe, mais j'ai pas un besoin énorme de l'exploiter. C'est pas l'alpha et l'oméga de la Ouais, gestion du bah, parc. c'est bien de s'y intéresser. Voilà. C'est bien de l'avoir. Ouais, c'est bien de s'y intéresser et je pense que l'option que tu décrivais de dire je vais chercher la télématique embarquée sur les machines à fort attention de maintenance comme tes trancheuses, là, c'est une très très bonne option. On fait la même globalement. Donc globalement, on amène de la donnée de toutes nos machines sur une plateforme télématique globale. On a développé un outil en propre efficace qui est capable de collecter toutes les machines, tous les protocoles, tous les constructeurs, tous les rétrofits,
tous les systèmes externes télématiques embarqués. Ça, c'est votre tableau de bord. Ouais, je sais pas, aujourd'hui, je dois être capable de collecter 70 protocoles différents, quoi. Donc, et à coup sûr. Donc, ça marche assez bien. Personne ne l'offrait, globalement, un système qui était capable de collecter dans toutes les langues, dans tous les pays, avec toutes les marques et tous les systèmes. Donc, pour répondre à ta question derrière, juste sur la partie qu'est-ce que j'ai besoin de collecter, plus tu collectes large, plus il faut que le dénominateur soit bien clair. Donc, l'essentiel, c'est la géolocalisation. Ça, c'est intéressant d'avoir la géologue de toutes ces machines. Donc, parce que ça permet rapidement de passer des étapes derrière. Quand on a une géolocalisation, il faut collecter la consommation énergétique. Donc, la consommation, c'est des litres à diviser par des heures ou des kilomètres selon la manière dont on veut l'utiliser. Donc, des heures et des kilomètres. Et puis, ce qui est très très important, et on vient de se rendre compte que c'était encore plus important qu'on le croyait, c'est les temps de ralenti. Donc, parce on a des faux a priori, entre guillemets, sur la consommation énergétique des machines. Je vais le faire vite, il faut s'accrocher au bastingage. Voilà. Plus une machine fait du ralenti, moins elle consomme. Alors si je le dis comme ça, ils vont dire les gens, il va pas mieux ce garçon. Mais si, parce que quand elle est au ralenti, elle consomme moins à l'heure que quand elle est en production. Donc plus une machine va faire du ralenti, plus elle va faire des heures, et plus le diviseur va augmenter, donc plus le litrage divisé par le nombre d'heures va être faible. Donc on va dire, cette machine consomme moins que l'autre. Non, parce que peut-être qu'elle fait 50, 60, 40% de ralenti, et celle-ci consomme plus que l'autre. Non, parce que peut-être qu'elle fait 10 ou 20% de ralenti. Donc on a corrélé en permanence, et ça c'est vraiment l'étape qu'on a passée, les heures totales et la consommation totale avec le ralenti. Et ça nous a renversé des tendances. On s'est rendu compte que sur des marques connues, avec des consommations faibles ou des consommations hautes, quand tu remettais dans le commerce la partie ralentie sur le diviseur, eh ben, il y avait des marques qui se réinversaient ou des tendances qui se réinversaient. Donc, gérer la gestion du ralenti, par exemple, sur le tracking des machines, c'est très très intéressant. Et puis le dernier point, c'est celui qui était évoqué précédemment, c'est la maintenance. Donc, gérer toutes les alertes constructeurs. C'est-à-dire que l'alerte qu'on décrivait précédemment, qui va vers le constructeur, qui prend la main sur la machine, et qui vient nous accompagner, eh ben, on le gère en tant qu'alerte et on a l'alerte simultanément avec le constructeur. Est-ce que dans ce domaine-là aussi, les cartes ont été rebattues, certaines marques pouvant se révéler plus efficaces en termes d'intervention, de service, de disponibilité de pièces? Ben, je dirais plus la marque est structurée, plus son système de télématique est structuré, plus derrière elle a des gens en service après-vente concentrés sur des blocs de service après-vente télématiques aussi, plus elle est réactive. Ça veut dire que ça donne la main quand même au réseau structuré. Parce que qui a la capacité d'avoir des gens derrière des écrans avec des micros et de l'accompagnement constructeur partout et tout le temps, ça limite le nombre de marques, quoi. Ça veut dire que la télématique et la transition aujourd'hui télématique, elle aide aussi les grands constructeurs à développer de l'assistance à distance, quoi. C'est plus facile pour un gros constructeur d'avoir de l'assistance à distance que je pense que pour un petit constructeur qui produit quelques machines. Et bien celui qui produit quelques machines, si ces machines sont chères et qu'il intègre dans son prix cette assistance-là, et c'est ce qu'on décrivait il y a 2 minutes avec les trancheuses, il a tout compris. Il ne pourra pas vendre demain des machines techniques chères sans assistance dédiée, quoi. Il ne pourra plus. Donc le monde est en train de changer autour du data. On dit énergie, il change, mais le data change aussi la manière d'appréhender le constructeur et sa capacité à t'accompagner. La data, son traitement, est-ce que, vu l'outil dont vous disposez, qui a l'air d'être très complet, très intégré, une petite couche d'intelligence artificielle pour en extraire les éléments les plus pertinents se justifie, ou c'est juste pour se faire plaisir et puis pour dire que on est aussi dans l'intelligence artificielle en termes de gestion d'un parc? Le problème, c'est où commence l'intelligence artificielle, où elle s'arrête. Prendre de la donnée, la mettre dans des tableaux géants, toute la donnée qu'on peut avoir sur une machine, la rassembler à un seul point,
ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, quelle que soit la provenance de la donnée, pas uniquement de la télématique, toute la donnée financière, la rassembler dans un seul ensemble et pouvoir en tirer de l'analyse qu'on n'aurait pas tiré avant, ça oui, elle n'est pas très artificielle cette intelligence, hein. Est plutôt sensée, quoi. On l'avait, on savait pas le faire. Les outils à disposition aujourd'hui qu'on peut qualifier d'intelligence artificielle ou pour citer un nom, des choses comme ce qu'est capable de faire du Power BI aujourd'hui dans l'analyse de données à la vitesse où on est capable de le faire et de mettre en forme, oui, nous accompagnent énormément. Il y a des choses qui apparaissent, ce que je disais tout à l'heure, faire apparaître le temps de ralenti sur la consommation et pouvoir faire des analyses multi-marques, multi-pays, multi-machines et pouvoir en tirer quelque chose. Très rapidement. C'est de l'intelligence. Oui, Ouais. et c'est la vitesse d'exécution qui est. Ouais, la vitesse d'exécution. C'est ça surtout vient la aussi- vitesse d'exécution. Et puis, notre intelligence, qui n'est pas artificielle, la nôtre, quoi, globalement, voit les choses, mais c'est pas les faire. Donc, l'IT au sens général, tout ce qui peut tourner autour de la data et tout ce qui peut tourner autour d'outils informatiques, nous accompagne à le faire très vite, quoi. Voilà. Donc l'élément vitesse, rapidité et réactivité, ça devient aussi un Précision. élément et précision. Et précision. Et précision. Mais d'où on revient sur un autre sujet, la précision de la donnée. Voilà. Qui est réputé normalement. Les systèmes, fiable même s'ils sont et d'intelligence sûr. artificielle, Oui. ne sortent que ce qu'on leur a injecté, quoi. Ça, je pense que ce serait tout un autre débat. Ouais. Extraire la donnée, sa qualité, sa Ouais. précision. Au niveau d'une PME comme la vôtre, est-ce que cette couche d'intelligence artificielle, c'est pas les échanges autour d'un café dans l'atelier Exactement. entre toutes les équipes? Oui, c'est ça. C'est tout aussi efficace? Alors, c'est tout aussi efficace. Je pense qu'on a les éléments les plus importants, donc soit autour du café à l'atelier, soit autour d'une table en réunion planning, par exemple. Par contre, en effet, le vrai pilotage fin de parc à l'échelle de Vinci Construction, ça passe forcément via une extraction, via des optimisations. Mais nous, à notre échelle, ça reste encore intelligible. C'est-à-dire que tout ce qui se passe devant nous, on arrive à l'intégrer. Contrairement à une gestion plus de haut niveau et avec surtout un parc beaucoup plus grand. Aujourd'hui, la donnée chez nous, elle est qu'entre nous. Voilà. Et la donnée, elle est toujours en interne chez Vinci Construction. Eh ben, c'est ça qu'il faut garder. Et c'est bien l'ADN qu'on essaie de conserver. Il faut garder l'intelligence d'échange local. Donc la segmentation globale des entités fait que l'intelligence locale, elle existe toujours. Donc bien sûr que les gens ont de l'information, bien sûr qu'ils ont un avis, et bien sûr que leur avis et leur intelligence, c'est généralement les fondamentaux et la bonne sensibilité. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir garder cette sensibilité locale avec tous les échanges qu'il peut y avoir dessus et puis de pouvoir la transposer dans une intelligence globale. C'est un vrai enjeu. Et ne pas faire de l'intelligence globale une intelligence locale. C'est-à-dire ne pas injecter une forme d'intelligence artificielle, on va l'appeler comme ça, au niveau du local, parce qu'il faut que les gens ils conservent cet échange. Et si on arrive à bien croiser les deux, alors, le croisement il est simple, hein. On a parlé d'outils digitaux globaux qui sont capables de collecter en automatique les machines, ça marche bien, voilà. Mais ça a besoin d'intervention de personne, entre guillemets. Ça va collecter. C'est pas parce qu'on va avoir collecté des données que ça va mieux se passer, quoi, hein. Donc c'est être capable de redescendre une donnée intelligente aux gens qui en font ce qu'ils veulent, entre guillemets. Avec de légers fils conducteurs, mais sans plus. Et de pouvoir challenger cette donnée et qu'elle serve à quelque chose. Et si on arrive à challenger la donnée et qu'elle serve à quelque chose, sur le terrain réagit par rapport à cette donnée. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est en train de parler de consommation énergétique, collecter de la consommation énergétique de manière automatique, c'est un gain. La restituer au terrain de manière automatique, c'est un gain. Et que le terrain s'en empare pour challenger son chantier, c'est un gain. Voilà. Donc ça, mais après, c'est leur intelligence locale qui fait le gain, quoi. C'est pas... C'est le gros enjeu de vos structures, c'est d'emmener tout le monde
et de ne pas leur fournir des éléments dont ils n'ont finalement... Ouais, on n'est pas capable de faire une trajectoire environnementale de manière globale, hein. On est capable que de la faire en local, hein. Le chauffeur, il est sur la machine, Et au quoi. final, c'est sur le terrain. Donc c'est lui qui va faire la trajectoire, c'est pas toi, hein. Donc, Je n'avais pas cette ambition. ouais, non, mais quand je dis toi, je dis moi aussi. Enfin, c'est pas toi au sens général, quoi. C'est pas celui qui va donner la politique qui va faire la transition. C'est bien en local, hein. On s'en est bien rendu compte sur les industries. Sur les industries, on a fait un système hybride. On a autant d'informations en local que d'informations en global. On a de l'éco-conduite ou de l'éco-pilotage instantané à disposition des pilotes d'installation, et on a de l'enregistrement global pour avoir une tendance. Et avec la tendance, on arrive à corriger l'éco-driving local au fil du temps et de savoir où sont les points de réglage. Et le pilote qui est sur place, il a son aide d'éco-driving, et c'est là que tu es le meilleur. Voilà. C'est quand la restitution de la donnée globale aide le gars en local. Et là, tout le monde y gagne. Voilà. Ce sera le mot de la fin de Didier Thévenard pour cette première table ronde. Avant de prendre les questions, je vous remercie tous les deux. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour la deuxième table ronde qui démarrera à 11 heures précises. Et je vais donner maintenant la parole à Mathieu qui va relayer les questions des internautes. Mathieu, pour qui est la première question ce matin ? Bonjour Jean-Noël, alors les questions sont générales, sont pour nos deux intervenants. Alors, il y en a une première qui portait sur une double thématique, économie d'énergie et sécurité. Alors, la sécurité, elle sera abordée au cours de la prochaine table ronde. Pour ce qui est des économies d'énergie, vous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse. On a entendu la télématique, la maîtrise des ralentis moteurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter sur la manière d'aborder cette question de l'économie d'énergie de vos parcs, que ce soit aujourd'hui ou des solutions prospectives qui pourraient intervenir dans les prochaines années ? On se lance ? Vas-y. Allez, on se lance. Je dis, c'est souvent mon exemple de base, la première économie financière ou la première économie d'énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. On va plus vite à faire des économies d'énergie avec des choses qu'on n'utilise pas qu'avec celles qu'on utilise, quoi. Globalement, je dis toujours, une Clio qui roule tous les jours et qui fait 300 km par jour consomme beaucoup plus qu'une Ferrari qui reste au sous-sol d'un parking parisien, et on en voit plein. Donc, du coup, faut pas se fixer sur le bien, quoi, par lui-même. On disait tout à l'heure, il expliquait les grosses machines. Ces grosses machines, elles tournent quand il en a besoin. Voilà. Si elles ne tournent pas, elles ne consomment pas. Donc on a intérêt d'orienter la prise d'affaires, d'orienter l'usage et d'orienter toute notre collecte de données, puisqu'on en a parlé aussi, vers à quel moment ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc on a parlé de temps de ralenti, mais on va même au-delà de ça. Est-ce que c'est la bonne machine au bon endroit, la bonne taille, le bon produit ? Et quand tu disais tout à l'heure que j'ai toute la gamme des pelles pour tous mes chantiers, je comprends tout à fait l'attitude. Tu mets le bon outil sur le bon chantier au bon endroit, et donc ta consommation énergétique va être ciblée, sans data, sans rien du tout. Tu fais une trajectoire environnementale parce que tu as mis pour le bon usage, la bonne machine au bon endroit, juste sur la période où tu en as besoin. Voilà. Point à la ligne. Ça veut dire qu'il faut réinterroger tous les usages Ouais. en redéfinissant les performances réelles des machines et donc en se basant sur des données objectives de consommation, de productivité, et de se dire finalement cette machine, certes elle fait le travail, mais elle est peut-être un peu surdimensionnée, donc on va descendre d'une taille de machine. Celle-ci au contraire, on voit qu'elle peine un petit peu, donc il faudrait peut-être passer une machine de catégorie supérieure. Il faut s'ajuster pile au bon endroit, et puis pas utiliser les mauvaises choses à faire, ou les mauvais matériels à faire les mauvaises choses. On a parlé de camions, on en a parlé très peu de camions. Mais si on parle de camions, si tu es en assainissement, et on y était, j'y suis aussi, et donc je vois bien, si tu utilises ton camion 6.4 ou 8.4 à aller chercher 2 tuyaux de PVC chez le marchand de PVC, je pense que le bilan énergétique est nul. Voilà. Donc, dans la préparation de chantier, dans les méthodes, dans tout ça, si les appros clairs du chantier ont bien calculé, c'est de l'usage, t'as pas un camion qui se déplace avec 2 tuyaux de PVC.
Et ce qui est assez souvent, d'ailleurs, on va le dire. Ou avec 500 kilos de béton, quoi. Ou avec une plaque de fonte, et ainsi de suite. Donc, du coup, oui, l'usage, c'est un gros... Je pense que c'est le premier facteur de consommation. Oui, c'est exactement ça, en fait. Faut pas se cacher ou croire qu'un nouveau matériel qui va économiser 2 litres à l'heure ou 1 litre à l'heure est la solution. C'est-à-dire que c'est la fausse bonne idée, en fait. En tout cas, c'est pas la vérité. C'est-à-dire que la réflexion globale, le fait de regarder tous les flux, tout ce qui se passe, ce qu'on fait réellement, cette intelligence-là, c'est celle-ci qui peut nous faire gagner beaucoup d'émissions et limite à moindre coût. C'est ça en plus qui est intéressant, c'est-à-dire que l'usage fait vraiment des résultats probants tout de suite. Et à la fin, quand il faudra aller chercher les derniers microgrammes de quelque chose, à ce moment-là, on va dire que la technologie va nous aider. Mais on le voit dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que chaque geste est important, et surtout chaque geste un peu intelligent, malin, de bon sens. C'est ça qui nous fait économiser beaucoup d'émissions et qui nous coûte rien. Hormis un peu d'énergie cérébrale, quoi. En l'absence de l'offre matérielle que vous attendez, c'est la bonne nouvelle, il y a encore des leviers de progrès qui sont accessibles juste par vos actions. Ah oui, il n'y en a pas encore, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et on a mis trois thématiques sur la trajectoire. Il y a une thématique technique et une thématique énergétique, on est d'accord, puisqu'on le dit, on a parlé d'HVO, de Besson, d'électricité, tout ça, c'est une thématique technique sur les machines, la consommation. Quand on dit les machines consomment moins, oui, elles consomment toutes moins, toutes. À 10 ans d'intervalle, elles consomment toutes moins. Donc il y a un bout de trajectoire technique, un bout de trajectoire énergétique, et puis il y a du management. Alors c'est plutôt du lead, quoi. C'est à chaque endroit, chaque personne sensibilisée à cet usage qui va amener quasiment autant que les deux autres, ou voire plus, rien que par le management et le lead en global, un bout de trajectoire. Et tant que ce lead, c'est de la formation, de l'explication. Ce lead, c'est vous qui l'incarnez. C'est à vous non, c'est tout le monde. Oui, mais c'est à vous, vous l'incarnez. C'est vraiment tout le monde. Hein. La prévention, c'est tout le monde. L'environnement, c'est tout le monde, quoi. Voilà. Il n'y a pas de choix. C'est pour les deux. C'est vraiment les deux boosters du développement économique et technique, la prévention et l'environnement. Et l'environnement au sens large, c'est tout le monde. Si on pense que c'est l'entreprise, si on pense que c'est les entreprises, si on pense que c'est le gouvernement, si on pense que c'est tout le monde. Voilà. La prévention, c'est tout le monde. L'environnement, c'est tout le monde. Mathieu, une deuxième question. Alors justement, à propos de l'électrique, avez-vous une idée des différences de montant entre la maintenance d'un matériel thermique et d'un matériel électrique ? À ce point-là, on aurait dû inviter un constructeur. On n'a pas le recul. J'arrive pas à faire la quote-part. En fait, en plus, on est en train généralement de dire un léger mensonge. Qu'est-ce que vous appelez un léger mensonge ? On parle de machines électriques. Les machines ne sont pas électriques. Non. Les motorisations sont électriques. Donc on est en train de parler de batteries qui remplacent un carburant qui amène de l'énergie et de moteurs thermiques électriques qui transforment cette énergie en un mouvement, qui emmène la même solution technique derrière. C'est-à-dire la même solution hydraulique, statique, et ainsi de suite. On n'est pas au bout de la révolution électrique. Les constructeurs vont y aller petit à petit au bout de la révolution électrique. C'est-à-dire que la motorisation finale, le mouvement, tout ça, va devenir de plus en plus électrique. La chaîne de valeur électrique, elle va être d'autant plus performante qu'elle ira jusqu'au bout de la machine parce que le rendement électrique est assez bon. Globalement. Donc, et les composants électriques sont moins chers que les composants hydrauliques. Les nouvelles plateformes 100% électriques qui ne sont pas celles dont on a hérité et sur lesquelles on a effectivement introduit un moteur électrique en gardant la chaîne cinématique électro-hydraulique, effectivement. Il faut passer au 100% électrique pour que ce soit pertinent, en particulier sur le plan de la maintenance. Ça ne marchera pas partout. Pour l'instant, ça ne marchera pas partout parce qu'il y a des puissances électriques à transformer. En termes de puissance électrique qui sont beaucoup plus faciles à passer en hydraulique. C'est-à-dire passer une puissance sur une petite entité avec de l'hydraulique, c'est très simple. On le voit sur certaines machines. Moi, j'ai été le chercher un petit peu sur certaines machines. Il y a certaines machines où il n'y a pas de problème de volume, où en électrique, on a déjà les transformations qui sont possibles. Et puis en hydraulique, où ça devient un peu plus compliqué parce que les moteurs hydrauliques, ils ont tellement été
avancés où tous les composants hydrauliques ont tellement été avancés qu'ils passent des puissances hydrauliques extrêmes dans des tout petits formats. Donc, concrètement, sur quelle typologie de machine ça fera sens? Il y a des machines de foration ou des choses comme ça, ou des têtes de foration ou des choses comme ça, où on descend de l'hydraulique en tête, avant de descendre d'un moteur électrique en tête qui aura la performance et l'isolation suffisante pour aller chercher les fondations, ça va être compliqué. Mais c'est un vrai challenge. Sur plein d'autres choses, c'est facile. On l'a fait, les voitures, c'est fait. Oui. Donc, la réponse à la question est est-ce que ça coûte moins cher? On pourrait commencer à y répondre en disant est-ce que sur les voitures électriques, la maintenance coûte moins cher? J'ai pas bien vu ça encore pour l'instant. J'ai pas bien vu que ça coûtait moins cher parce qu'il n'y a pas le volume, il n'y a pas la formation et il n'y a pas le nombre de composants. On ne le saura pas tout de suite. Hypothétiquement, vous êtes sur l'achat d'un camion électrique. Disons que c'est une hypothèse qu'on regarde. D'accord. Est-ce que vous avez eu des éléments, des données chiffrées de la part du constructeur que vous avez interrogé sur cette acquisition? On voit que comme les engins électriques, le camion électrique est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que forcément, alors déjà il a des restrictions d'usage en termes d'autonomie, en termes de périmètre d'intervention. Donc si on va vers ça, ça veut dire aussi bouleverser nos usages, nos utilisations et s'y adapter. Ce qu'on n'aime pas trop faire jusqu'à maintenant chez nous. C'est-à-dire qu'on va plutôt se dire, on fait des choix techniques sans trop changer notre utilisation, parce qu'il y a l'humain derrière, parce que ça bouleverse les règles, parce qu'on perd en réactivité, parce que ça génère des pertes indirectes, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, c'est bien ça le pire, c'est-à-dire qu'on va parfois ne pas voir des dégradations. Donc aujourd'hui, voilà, on sait que la technologie, elle sera mature. Si on fait l'exemple de la voiture, aujourd'hui la voiture électrique, au quotidien, si on le prépare bien, c'est suffisant. Les bornes de recharge, il y en a suffisamment en fonction de son usage. En tout cas, peut-être 80% des usages sont couverts. Et comme elles sont associées à un contrat de location, on a du mal effectivement à déterminer le coût d'entretien puisque maintenant c'est devenu invisible. C'est compris dans le prix au kilomètre, Absolument. c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mathieu, une dernière question pour nos invités. Avez-vous déjà eu l'occasion de tester des matériels fonctionnant à l'hydrogène? Chez NordSTP, ça va être clair, non. Des voitures. Oui. Voilà. On parle matériel ce matin. Mais oui, non, mais je suis en train de chercher. On a la volonté de le faire là. Voilà. Globalement, on va le faire. On va le faire. À court terme. Oui, à court terme. Les rendez-vous sont pris, les consultants Il commence à afficher un calendrier, ouais. D'accord, mais nous en reparlerons. Ouais, voilà. Mais globalement, c'est encore une étape de plus, l'hydrogène, je pense. Voilà. Et un autre sujet, messieurs, je vous remercie. Merci. Cette première table ronde est arrivée à son terme. Je vous donne rendez-vous pour la seconde table ronde qui démarrera à 11h précises. À tout de suite.